Aujourd'hui, le 13 septembre 2023, est l'anniversaire de la très connue bataille de Marignan. Bataille qui a beaucoup contribué à la bonne image que nous avons de François Ier. Je vais donc profiter de cette date anniversaire pour vous parler de ce roi. Si vous voulez un format consacré aux batailles, dites-le moi dans les commentaires. François d'Angoulême, né le 12 septembre 1494. Il est le fils de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie. Il descend de Charles V, mais n'est pas destiné à régner, bien qu'en bonne position dans l'ordre de succession. En 1496, son père, Charles d'Orléans, meurt. François, âgé de 2 ans, est donc comte d'Angoulême. Sa mère, Louise de Savoie, se consacre à l'éducation de François et de sa sœur Marguerite. Le testament de Charles d'Orléans lui confie la tutelle, mais le futur Louis XII, l'estimant trop jeune, partage cette tutelle. Louis XII, pour son sacre de 1498, fait venir son cousin François, âgé de 4 ans, à sa cour, accompagné de sa sœur et de sa mère. François est fait duc de Valois l'année suivante. Il est héritier du trône en tant qu'aîné de la maison de Valois. En effet, aucun des enfants de Louis XII et Anne de Bretagne ne survivra plus de quelques jours. François grandit au château d'Amboise sur les bords de la Loire avec sa sœur et sa mère. Louise de Savoie s'intéresse à l'art de la Renaissance italienne et transmet cet intérêt à François, qui d'ailleurs maîtrisa la langue italienne à la perfection durant son règne. François gouverne le comté d'Angoulême dès sa majorité en 1512. La même année, la reine Anne de Bretagne accouche à nouveau d'un fils mort-né. Louis XII se résout à traiter François en tant que prince héritier. D'ailleurs, n'ayant pas d'héritier mâle, le mariage de sa fille Claude est très important. Il décrète d'abord vouloir la marier à Charles de Habsbourg, futur Charles Quint. Puis, en 1505, il décide de la marier à François d'Angoulême. La cérémonie de fiançailles a lieu en 1506. Le mariage, en 1514. À la mort de Louis XII, le 1er janvier 1515, il devient roi de France sous le nom de François Ier à l'âge de 20 ans. Il est sacré à Reims le 25 janvier 1515, date retenue à cause d'une guérison jugée miraculeuse survenue 13 ans plus tôt, le même jour que la conversion de Saint Paul. Premièrement, on peut dire que son règne est pleinement inscrit dans la Renaissance. Le roi commande de nombreux travaux pour les châteaux à des artistes qu'il fait venir en France comme Léonard de Vinci, à qui il manifeste une véritable affection, en l'appelant « mon père » et en l'installant à Amboise de 1516 jusqu'à sa mort en 1519. La collection d'œuvres d'art des rois de France commence réellement à partir de ce règne. Grâce à François Ier, les imprimeries françaises se perfectionnent et atteignent une importance de premier ordre, en favorisant la publication d'un grand nombre de livres. Sa sœur, Marguerite, mariée au roi de Navarre, se montre également admiratrice des lettres et protège Rabelais. François Ier se montre un bâtisseur acharné et dépense sans compter dans la construction de nouveaux bâtiments. Chacun des projets royaux bénéficiant de somptueuses décorations. Il poursuit le travail de ses prédécesseurs au château d'Amboise et de Blois. Au début de son règne, il entame la construction de Chambord. Bien que Léonard de Vinci participe peut-être au plan, ainsi que l'architecte italien Boccador, Chambord reste ancré dans l'héritage de l'architecture médiévale française. François Ier tente de reconstruire le château du Louvre, faisant détruire la tour médiévale de la forteresse de Philippe Auguste. En tout, 7 châteaux sont remaniés ou construits en 15 ans. Le plus grand des projets consiste en la reconstruction presque complète du château de Fontainebleau qui devient son lieu de résidence favori. Les travaux s'étendent sur une quinzaine d'années. Abordons désormais la politique extérieure. François Ier, par son arrière-grand-mère Valentine Visconti, a des droits sur le duché de Milan. Dès son arrivée au pouvoir, il rassemble les troupes à Grenoble et marche sur l'Italie. Ses opposants sont bien sûr le duc de Milan, ainsi que le pape, le cardinal Schinner, artisan d'une alliance entre le pape et les Suisses, et donc les Suisses. Les Français franchissent les Alpes et provoquent la surprise. Une partie des Suisses souhaite se rendre, mais le cardinal Schinner les regagne à sa cause et s'avance à leur tête à Marignan. La bataille reste longtemps indécise, mais les Français la remportent grâce à l'artillerie. Cette victoire nous donne le contrôle de la Lombardie. Une chose très importante du règne de François Ier est la rivalité qui existe entre lui et Charles de Habsbourg, Charles Quint, à la tête d'un grand empire. Par son père, Charles Quint a les pays des Habsbourg, une partie de la Bourgogne, et par sa mère, l'Espagne ainsi que le sud de l'Italie, la Sardaigne, la Sicile et les possessions espagnoles en Amérique. En 1519, le Saint-Empereur Maximilien Ier meurt. L'élection du nouvel empereur débute avec 4 candidats. Henri VIII, roi d'Angleterre, Charles Quint, roi des Espagnes, François Ier, roi de France, et Georges de Saxe. Les 2 favoris, François et Charles, essaient d'acheter les voix des princes électeurs. Finalement, Charles Quint est élu nouvel empereur, ayant plus d'argent. L'année suivante, en 1520 donc, si vous avez suivi, François Ier organise le camp du Drap d'Or, rencontre diplomatique avec Henri VIII d'Angleterre. Mais cette entrevue n'aboutit à rien. Pire, Henri VIII s'allie en secret avec Charles Quint. Pourquoi ?
Une des raisons est peut-être le match de lutte qui eut lieu entre Henri VIII et François Ier. Ce match, gagné à plate couture par François Ier, n'a pas aidé à l'entente entre les deux rois. En 1521, une guerre éclate entre l'Empire et la France. Durant cette guerre, en 1525, François Ier est fait prisonnier lors de la bataille de Pavie. Il est retenu à Madrid et la sœur de Charles Quint, Éléonore de Habsbourg, tombe amoureuse de lui et écrit à la mère du roi, Louise de Savoie, afin de lui témoigner l'intérêt qu'elle porte à son fils. François reste prisonnier jusqu'en 1526 en échange de ses deux fils aînés qui, eux, seront faits captifs jusqu'à la date prévue par l'accord. En 1527, de nouveaux affrontements ont lieu. Les négociations de paix se font entre Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint, et Louise de Savoie. Cette paix est surnommée la paix des dames. L'année suivante, François demande au grand turc, Soliman le Magnifique, de restituer une église de Jérusalem que ses sujets avaient transformée en mosquée. Cela initie une succession d'accords et de privilèges économiques accordés à la France. Mais aucun traité d'alliance n'est signé. En 1530, François Ier épouse Éléonore de Habsbourg, veuve de Manuel Ier du Portugal. Cela n'empêche pas que des guerres aient encore lieu entre Charles et François, mais ne nous y attarderons pas, la vidéo serait trop longue. Retenez que la France ne gardera pas longtemps pied en Italie. Le règne de François Ier est aussi celui où commence la colonisation française en Amérique du Nord. Et il a un appui assez important qui est celui du pape. Lorsque les Espagnols lui reprochent cette politique de colonisation en Amérique, il répond « Je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde ». Durant son règne sont fondés le Canada et la Nouvelle-France. François Ier est vu comme le premier roi du Canada. Ce règne est aussi celui d'un roi très chrétien qui prend part à des pèlerinages, communie, prie et fait en sorte que le protestantisme ne s'accroisse pas trop. Ce roi meurt le 31 mai 1547 à 52 ans. Il fit venir son fils pour lui livrer son testament politique. Celui-ci deviendra le roi Henri II. Pour conclure, retenez que ce règne fut celui d'un roi pieux et courageux, mais sans réel talent de stratège, comme cela fut montré à Pavie. Il a contribué à la Renaissance française, notamment par ses constructions, mélange de la Renaissance italienne et de l'art médiéval français. Malgré cela, comme a dit Jacques Bainville à propos de Napoléon, sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé. Et cela peut paraître incohérent, mais même si sur le plan politique, son règne fut mauvais, étant donné que son adversaire Charles Quint était trop puissant pour lui, et que sa seule alliance avec Soliman était néfaste pour l'Europe, il faut continuer de garder en mémoire le règne de François Ier, pour la gloire et pour l'art. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Abonnez-vous pour soutenir ma démarche. Si vous voulez voir une autre vidéo sur un roi pieux, n'hésitez pas à regarder celle sur Saint-Louis. Et si vous en voulez une sur un homme qui fut un grand stratège, regardez celle sur Bismarck. Sur ce, passez une bonne journée.